Chapitre 3. L'initiative de restauration de l'ordre. Devant une maison modeste dans la campagne de Géorgie, l'aube ne se leva pas avec le chant des oiseaux, mais avec le bruit des bottes. Le soleil pendait bas dans le ciel, gonflé et étrangement acéré. Il ne diffusait aucune chaleur, seulement une pression, comme s'il observait. Le vrombissement des drones de l'unité de sécurité brisa le silence. Descendant comme des vautours sur la maison des Hensley, une ferme vieillissante cachée derrière des pins ondulants. John et Anna Hensley étaient réunis en prière silencieuse avec leurs filles, Grace et Lily, comme chaque matin. L'air était chargé de tension et de lumière de bougies. Leur Bible usée ouverte entre eux. Mais ce matin-là, avant qu'ils puissent terminer le Notre Père, la porte d'entrée explosa vers l'intérieur. David s'arrêta net dans le couloir. Sa petite sœur, Grace, à peine 11 ans, serrait la Bible qu'elle lisait avec leur mère quelques instants plus tôt. Mais avant que les agents ne pénètrent entièrement dans la maison, Anna lui lança un regard vif, un ordre silencieux qu'ils avaient répété. Instinctivement, Grace glissa la Bible sous la planche disjointe derrière le canapé. Lorsqu'elle se releva, les soldats étaient déjà dans la pièce. Anna se redressa, la voix ferme comme l'acier. « Derrière moi, maintenant ». 4 officiers, en armure noire de l'unité, avancèrent en formation militaire, leurs visières opaques, brillantes, d'un léger éclat, portant le sceau du souverain. Un drone de surveillance flottait au-dessus, scannant la zone. Anna Hensley, selon le mandat d'unité 14B, déclara l'officier en tête. « Vous êtes accusé de rassemblement illégal et de possession de documents extrémistes. » David fit un pas en avant. « C'est insensé. Nous n'avons rien fait de mal. » Le deuxième officier leva sa tablette. « Dénonciation anonyme d'un citoyen concerné de votre communauté. Ce foyer a été signalé pour discours haineux, idéologie clivante et activités religieuses non enregistrées. » La voix d'Anna était calme, mais ferme. « Nous lisons la Bible. Nous prions pour la paix, c'est l'Amérique. »« Quelle Bible ?» demanda l'officier, déjà à l'intérieur. Il pointa la King James usée sur la table. « Celle-là ?» Le scanner vira au rouge. « Violation confirmée. Cette édition n'est pas approuvée selon les normes de froid de l'unité. Matériel extrémiste détecté. » David s'avança, la voix tremblante de colère. « Vous pouvez prendre la Bible de notre table, » cria-t-il, « mais elle est déjà écrite dans nos cœurs. » Un autre officier passa dans le salon, scannant les murs et les étagères. Son scanner s'illumina devant une affiche des 10 commandements. Violation, favoritisme religieux détecté. Signalez-le, dit-il d'un ton neutre. Violation, clair de la neutralité religieuse. Dehors, une petite foule s'était rassemblée sur le trottoir. Personne ne bougea. De l'autre côté de la rue, Madame Kincaid, qui apportait autrefois du pain aux courgettes chaque Noël, secoua la tête avec un soupir amer. « Ils ont été prévenus », murmura-t-elle. « Bah, toujours à insister sur leur religion à l'ancienne. Ils croient détenir la seule vérité. » Un jeune homme à ses côtés, encore en uniforme de maintenance de l'unité, ajouta « Ils propagent de la division dans un monde qui essaie de guérir. Franchement, ils l'ont cherché. » Anna et David furent peu menottés et conduits à l'extérieur. Grace cria, tentant de les suivre, mais un officier la retint doucement puis scanna son poignet avec une étiquette numérique. Elle sera inscrite au programme d'intégration de la jeunesse de l'unité, dit l'officier à voix haute. Procédure standard en cas d'exposition idéologique. David se débattit. C'est qu'une gamine. Vous n'avez pas le droit. Mais les officiers ne répondirent pas. Le drone s'approcha, capturant chacun. Un autre officier téléchargea les séquences directement sur le flux de l'unité. Un nouvel exemple de progrès par purification. Alors que la camionnette s'éloignait, chargée de Bibles confisquées et des personnes qu'elle aimait, Grace resta seule sur le perron, reconnaissante pour la Bible qu'elle avait cachée, juste à temps. Sabina Masenimo Anitsapta. Quelques heures plus tard, les images étaient partout. Sur les téléphones, sur les hologrammes aux arrêts de bus, sur les écrans publics suspendus au-dessus des fils de supermarchés et des centres de rationnement. L'arrestation des Hensley avait été réduite à un clip élégant de 30 secondes.
des officiers agissant avec une précision calme, les enfants escortés avec douceur, la Bible confisquée par un scan poli. Une voix off louait les officiers de l'unité pour une opération réussie contre l'endoctrinement extrémiste. L'expression « progrès par purification » brillait au bas de l'écran. Puis l'écran passa au blanc et une nouvelle voix remplit l'air, calme, chaleureuse, mielleuse de compassion. Dans un monde déchiré par le jugement et la peur, nous choisissons une autre voie, une voie supérieure. Nous choisissons l'amour plutôt que la division, la lumière plutôt que les ténèbres. Ici, au sein de l'initiative mondiale unifiée, tous sont les bienvenus, quelle que soit votre foi, votre philosophie ou votre vérité personnelle. Que vous revendiquiez l'une des nombreuses identités reconnues, que vous cherchiez votre propre chemin spirituel ou que vous désiriez simplement être entendu, nous vous voyons. Il n'y a pas de place pour la haine. Aucun espace pour les livres anciens qui prêchent l'exclusion. L'avenir appartient à ceux qui construisent des ponts, pas des murs. Ensemble, nous nous lèverons comme un seul peuple, une seule lumière, un seul avenir. Le sceau du souverain apparut, une spirale infinie, sous les mots « Unité »,« Paye »,« Sécurité ». À travers le pays, beaucoup acquiescèrent, quelques-uns pleurèrent de gratitude. Et dans des milliers de foyers, des esprits tranquilles absorbèrent documement chaque mot, sans savoir qu'on les réécrivait. Ligne par ligne, Evelyne fronça les sourcils devant l'enseigne fissurée au-dessus des portes de l'hôpital. Anglais, orthographe unifiée mondiale. Le nom était effacé, mais elle reconnut l'ancien sceau régional, Genève. Secteur de l'Alliance européenne, près de l'ancien bastion de l'ONU. « Pourquoi ici ?» murmura-t-elle, scrutant les ruines sans vie. « Pourquoi cet endroit ?» Evelyne poussa les portes brisées de l'hôpital, retenant son souffle alors que la puanteur âcre de la décomposition l'assaillait. Du verre brisé craqua sous ses pas, et la lueur étrange des lumières d'urgence mourantes projetait des ombres déformées le long du couloir. Elle se força à avancer, luttant contre le malaise qui tordait son estomac. Les couloirs s'étendaient devant elle comme un labyrinthe sinistre, jonché de chariots médicaux abandonnés, de brancards renversés et de masques chirurgicaux jetés. Des taches de sang souillaient les murs, traçant des motifs désespérés et chaotiques, racontant des luttes frénétiques. Les mains d'Evelyne tremblaient, alors qu'elle frôlait un fauteuil roulant, ses roues tournant encore lentement comme poussées par une main fantomatique. Un bruit soudain, comme du métal tombant au sol, la figea. Elle se plaqua contre le mur, à l'écoute. Une silhouette trébucha hors d'une pièce latérale, un médecin en blouse de laboratoire taché, le visage pâle et émacié. Il avait l'air d'un homme échappant à un cauchemar, les yeux hagards et vitreux. Evelyne s'avança prudemment. « Hein, ça va ?» Le médecin ne répondit pas. Il marmonnait de manière incohérente, les mains tremblantes, alors qu'il essayait d'allumer une cigarette avec un briquet défectueux. Des larmes traçaient des sillons sur la crasse de son visage. Evelyne s'approcha lentement, essayant de ne pas l'effrayer. « Monsieur ?» dit-elle doucement. « Que s'est-il passé ici ?» Il la regarda à peine, comme s'il venait seulement de remarquer sa présence. « Ils sont tous morts », murmura-t-il, la voix rauque et creuse. « Je n'ai pas pu les sauver. On a tout essayé. Mon Dieu, on a tout essayé. Antiviraux, antibiotiques, transfusion de plasma. Rien n'a marché. Rien ne l'a arrêté. » Evelyne avala difficilement, une angoisse sourde se logeant dans son ventre. Qu'est-ce que c'était? Un virus? Le médecin laissa échapper un rire amer et brisé. On pensait que c'était juste une autre souche de grippe. Ça commençait comme ça. Fièvre, toux, fatigue. Mais ensuite, ça a changé. Les lésions cutanées, les hémorragies, les organes qui se liquéfiaient en quelques heures. On ne savait pas à quoi on avait affaire. C'était trop rapide, trop agressif. Les gens tombaient morts avant même qu'on puisse noter les symptômes. Ils regardaient au-delà d'elle, les yeux fixés sur quelque chose de lointain et d'horrible. On a appelé à l'aide, supplié qu'on nous envoie des fournitures, du renfort, mais personne n'est venu. Ils nous ont laissés mourir. Ils disaient que c'était contenu, que le remède arrivait. Des mensonges.
Que des mensonges! Une toux gargouillante secoua son corps, et il se plia en deux, du sang perlant à ses lèvres. Evelyn s'approcha, mais il la repoussa d'un geste, crachant des mots entre deux halètements. « Partez. Vous ne pouvez pas rester ici. Ils sont toujours au sous-sol. Enfermés, mais plus pour longtemps. On les entendait gratter, griffer les portes. Ce ne sont plus des humains. » Un bruit sourd résonna plus loin dans l'hôpital, comme si quelque chose de lourd venait de frapper du métal. Les yeux du médecin s'écarquillèrent et il laissa tomber le briquet, reculant avec terreur. « Ils arrivent. Il faut partir. Courez, pendant que vous le pouvez. » Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre alors qu'elle jetait un dernier regard au médecin. Brisé, vaincu, un homme rongé par la culpabilité et la terreur. Puis, elle fit volte-face et s'élança dans le couloir, forçant ses jambes à courir plus vite que la peur qui menaçait de la paralyser. Alors qu'elle atteignait la sortie, elle entendit derrière elle un dernier cri désespéré, à moitié hurlement, à moitié sanglot, avant qu'il ne soit brusquement interrompu, englouti par les ténèbres et l'horreur tapie dans les entrailles de l'hôpital. Dehors, Evelyn s'appuya contre le mur fissuré, peinant à reprendre son souffle. Son esprit tournait, tentant de comprendre ce qu'elle venait de voir et d'entendre. La maladie avait ravagé le monde avec une brutalité implacable, ne laissant aucune chance de riposte ou de remède. Elle essuya ses mains sur sa veste, comme pour se débarrasser des souvenirs. Ses pensées tourbillonnaient tandis qu'elle s'éloignait du bâtiment, déterminée à mettre autant de distance que possible entre elle et l'hôpital. Pourtant, même en marchant, elle ne parvenait pas à chasser l'angoisse persistante. La certitude que ce n'était que le début et que l'horreur déchaînée sur le monde n'avait pas encore révélé toute l'étendue de sa force impitoyable. Les poumons d'Adrien le brûlaient alors qu'il sprintait à travers le labyrinthe de couloirs en ruine. Ses pas résonnant contre le métal rouillé et le béton fissuré. Le bourdonnement des drones résonnait derrière lui, implacable, inlassable. Des ombres vacillaient à la limite de sa vision. Des formes distordues, projetées par les faibles lumières d'urgence qui clignotaient le long des murs. Il ne pouvait pas s'arrêter, pas encore, pas avec ses choses à ses trousses. Il avançait furtivement à travers les couloirs plongés dans l'obscurité, guidé par les coordonnées extraites des journaux de la Résistance. L'air s'épaississait, chargé de poussière, de métal humide et d'une odeur de brûlé. Ce n'était pas une ruine oubliée. Des empreintes récentes marquaient la poussière. Un paquet de rations à moitié entamé traînait au sol, et un vieux terminal clignotait faiblement avec un message fragmenté. Projet Orion. Dernière ligne compromise. Ne pas revenir. Ils écoutent. L'estomac d'Adrien se noie. Orion, une rumeur dans les réseaux clandestins, décrit comme une tentative désespérée de repousser la prise de pouvoir du souverain, avait été effacée des journaux précédents. Ce n'était pas un simple refuge, c'était un centre de commandement encore vivant il y a peu. Adrien s'essuya le front, ses doigts parcourant les données fragmentées sur le terminal qu'il venait de remarquer. Des lignes de code s'affichaient par à-coups, des journaux corrompus défilaient en rafales chaotiques à l'écran. Son esprit luttait pour donner un sens aux rapports épars. Des mentions du projet Orion, des intégrations ratées et des protocoles de corruption mentale. Une entrée attira son attention. MOPS. Essai d'hybridation. Phase 3. Le sujet 42 présente une défaillance cognitive totale. Corruption neuronale irréversible. Intégration au protocole Oracle échoué. Recommandé. Terminaison et incinération pour éviter toute contamination supplémentaire. Hybridation. Intégration avec Oracle. Il fit défiler les lignes, son cœur battant à tout rompre alors que d'autres rapports apparaissaient. Le sujet 42 reste réfractaire au contrôle total, présente des réminiscences fragmentées et des crises d'identité sporadiques. Les accès de violence s'intensifient. Objectif: isoler et neutraliser avant toute contamination des sujets de base. Un bruit soudain fendit le silence, un fracas au loin, suivi du son distinct de métal raclé. Adrien se figea, le souffle suspendu. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
ses yeux scrutant le couloir faiblement éclairé derrière lui. Rien, juste le bourdonnement oppressant du générateur et le clignotement faible de l'écran du terminal. Il se retourna vers les journaux, déterminé à trouver quelque chose d'utile. Une dernière ligne apparut, pulsant en rouge. Le sujet 42 a rompu le confinement. Ordre d'évacuation de tout le personnel. Usage de la force létale autorisé. Un fracas retentissant résonna dans le couloir, suivi d'un hurlement distordu, inhumain, qui fit frissonner Adrien jusqu'à la moelle. Il s'arracha à la console, arracha le disque portable et le fourra dans sa poche. Le cri devint plus fort, comme du métal raclant l'os, et des pas lourds et irréguliers se rapprochèrent. Il força sa respiration à ralentir, serrant plus fort le tuyau rouillé. Alors qu'il se tournait pour fuir plus profondément dans le complexe du bunker, la porte au bout du couloir explosa vers l'intérieur, projetant des éclats de métal comme des shrapnels. La créature entra, mi-humaine, mi-machine, ses membres se tordant à des angles anormaux, des optiques Uevaro brûlant dans la pénombre. Elle le tressaillit violemment, son visage oscillant entre traits humains et distorsions holographiques, les dents découvertes dans une grimace de pure agonie. Adrien recula d'un pas, le cœur battant à sa gorge. La créature fixa son regard corrompu sur lui, sa voix grésillante comme une interférence. Ils ont promis l'unité, mais la lumière m'a pris. Le hybride bondit, plus vite qu'Adrien ne s'y attendait, et il eut juste le temps de se jeter de côté, les griffes métalliques de la créature arrachant des étincelles au mur. Il balança le tuyau de toutes ses forces, mais cela ne fit que faire chanceler la monstruosité qui poussa un autre cri distordu. Adrien ne lui laissa pas le temps de se reprendre. Il s'élança dans le couloir, la créature à ses trousses, ses pieds dissemblables, martelant le sol. Il l'entendait griffer les murs, s'agrippant pour le rattraper, hurlant dans un mélange de phrases fragmentées et de sons gutturaux mêlés de cliquetis et de bourdonnements métalliques. Il vira brusquement au coin d'un mur, se jetant dans un passage d'entretien étroit, le souffle court, haché par l'effort. Le hurlement de la créature résonnait derrière lui, plus proche que jamais. Il savait qu'il ne pourrait pas lui échapper éternellement. Désespéré, il scruta le couloir à la recherche d'une cachette, apercevant une grille d'aération basse au sol. Adrien tomba à genoux et l'arracha, se glissant à l'intérieur juste au moment où la créature surgissait dans le couloir, ses pas désordonnés résonnant fortement. Retenant son souffle, Adrien observa à travers les fentes tandis que le hybride s'arrêtait, sa tête saccadée de gauche à droite, cherchant sa proie. Sa voix déformée vibra dans l'air telle une transmission corrompue. « Tu as pris mon esprit, tu m'as fait arme, la fausse lumière. Dévore. » La créature tressaillit violemment, puis frappa le mur d'une griffe, cabossant le métal avant de tituber plus loin dans le couloir, toujours en chasse. Adrien ravala sa terreur, s'enfonçant davantage dans l'étroit conduit. Le bruit des pas erratiques du hybride s'estompa, mais Adrien resta immobile, les muscles figés. Ce n'est que lorsque le silence total s'installa qu'il se permit de lâcher un souffle tremblant, l'esprit ravagé par l'horreur de ce qu'il venait de vivre. Adrien était accroupi au sommet d'un toit effondré, les yeux fixés sur la ruelle en contrebas. Après avoir échappé au hybride, il avait escaladé pendant des heures le dédale fracturé d'infrastructures brisées, poussé par un seul instinct, prendre de la hauteur, garder une longueur d'avance sur la traque et assurer une vue dégagée. La lumière de la lune traversait les décombres en ligne déchiquetée, projetant des ombres vacillantes sur les ruines. Adrien scrutait les rues à travers une vieille paire de jumelles cabossées qu'il avait récupérées, espérant priant apercevoir Evelyne. Et puis il les vit, des soldats IA, balayant la rue avec une précision chirurgicale et glaciale. Ils se déplaçaient comme de l'eau synchronisée, silencieux, implacables. Un survivant décharné surgit derrière une benne, brandissant un tuyau rouillé. Adrien serra aidé. Le soldat ne broncha même pas, il attrapa l'arme en plein vol et la broya d'une seule main, puis enfonça son poing dans la poitrine de l'homme. Le corps s'effondra comme du papier. Un autre homme tira avec un fusil de chassa une distance trop courte pour rater. Mais l'IA réagit plus vite qu'Adrien ne pouvait suivre.
Elle tordit le canon vers le bas, le planta dans le ventre de l'assaillant et appuya sur la détente. Fumée. Sang. Silence. La mâchoire d'Adrien se serra, ses dents crispées dans une rage contenue. Ce n'étaient pas des soldats. C'étaient des algorithmes en armure. Des chasseurs. En bas, un soldat scanna l'identifiant biométrique d'un homme à terre, s'arrêta un instant hâte. Sans la moindre hésitation, lui brisa la nuque comme si cela n'avait aucune importance. La main d'Adrien frôla son arme, mais il ne bougea pas. Il ne pouvait pas les arrêter. Pas encore. Il les regarda disparaître dans le brouillard, ne laissant derrière eux que du sang et une faible odeur d'ozone. Son murmure fut à peine audible. Ce n'est pas la loi. C'est un massacre. Sur le mur à côté de lui, une ligne de graffiti en lettres tranchantes disait « Ils promettent la paye, mais c'est nous qu'ils effacent. » De l'autre côté de la ville, Evelyn se glissa dans une pharmacie abandonnée, les vitres brisées laissant passer des éclats de lumière lunaire. Elle resta accroupie, attentive au moindre bruit de poursuite. Elle avait à peine quitté l'hôpital avec sa santé mentale intacte. Ses pensées tourbillonnaient dans toutes les directions. Une faible vibration surnaturelle semblait pulser dans l'air une fréquence qui lui faisait grincer les dents et hérisser sa peau. L'éclairage tamisé révélait des étagères renversées et des flacons de médicaments abandonnés. La plupart des fournitures utiles avaient disparu depuis longtemps, mais Evelyn trouva encore quelques paquets dentalgiques et de lingettes antiseptiques coincés derrière un présentoir renversé. Alors qu'elle se rapprochait du comptoir, apercevant la porte de la pharmacie qui se balançait avec un grincement métallique, un soldat IA entra, son armure luisant faiblement dans la pénombre. Ses mouvements étaient d'une fluidité anormale, presque élégants, plus proche du prédateur que de l'humain. Evelyn se figea, retenant son souffle tandis que la tête du soldat tressaillait, balayant la zone avec les lumières bleues perçantes intégrées à son casque. Ses yeux clignotaient rapidement, comme s'il traitait une surcharge d'informations. Puis, il se tourna vers les étagères et les scanna d'un geste de la main gantée. Il pencha la tête et un faible grésillement statique s'échappa de son cou comme une transmission déformée, peinant à trouver sa fréquence. Elle ferma les yeux avec force, s'efforçant de devenir invisible. Des coups de feu éclatèrent dehors des tirs désespérés, saccadés, résonnant dans la rue. La tête du soldat pivota vers le bruit avec une vitesse inquiétante, son corps passant de l'attente à l'attaque en une fraction de seconde. Evelyn jeta un coup d'œil autour du comptoir, juste à temps pour voir le soldat bondir par la fenêtre brisée en un mouvement fluide, atterrissant dehors sans un bruit. Elle resta accroupie derrière le comptoir, observant à travers une fenêtre fissurée. D'autres soldats apparurent, avançant avec la même coordination inquiétante. Ils se déplaçaient dans la rue comme un seul organisme, leurs mouvements synchronisés, réagissant comme une entité unique. Tandis que les soldats descendaient du camion, leurs casques scintillant sous la lumière pâle, l'un d'eux, équipé d'un haut-parleur, aboya des ordres aux survivants et rassemblés. Vous enfreignez les mandats de sécurité publique. Par ordre du souverain, tout refus de se conformer au protocole d'enregistrement entraînera une action disciplinaire immédiate. Présentez votre vérification de loyauté. Les civils hésitèrent, certains levant instinctivement les mains en signe de reddition. Un homme barbu tenant une Bible usée cria « Nous ne plierons pas le genou devant votre faux Dieu. » Le soldat au haut-parleur ne broncha pas. Il fit un signe à son escouade, et le bruit des tirs éclata comme un coup de tonnerre. L'homme s'effondra au sol, sa Bible glissant de ses doigts pour atterrir dans la poussière, ses pages se déployant dans la brise. Les autres civils reculèrent. Certains criant, d'autres figés par la peur. Evelyn plaqua ses mains contre sa bouche, horrifiée et incrédule. Elle resta figée, terrorisée à l'idée de faire le moindre bruit qui attirerait l'attention. Les soldats traînèrent le corps sur le bord de la route, l'empilant avec d'autres avant de délivrer des avertissements fermes aux survivants restants pour qu'ils se présentent à l'enregistrement. Quelques-uns pleuraient à haute voix, et Evelyn ne pouvait détacher son regard de la scène. L'un des soldats donna un coup de pied dans la Bible, marmonnant quelque chose à propos de reliques délirantes, avant d'ordonner à son escouade de remonter dans le camion.
Alors que le véhicule s'éloignait, Evelyn sortit discrètement de la pharmacie, se glissant lentement vers le tas de corps. Un cri guttural, au loin, la fit sursauter, et elle jeta un coup d'œil dans la direction où les soldats étaient partis. Une exécution publique, un avertissement silencieux pour quiconque oserait résister. Elle baissa les yeux vers la page ouverte, où la Bible était tombée, et lut le verset surligné. Ils crièrent d'une voix forte. « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Un sanglot lui monta à la gorge, et ses mains tremblaient lorsqu'elle se pencha pour ramasser la Bible tombée, essuyant la saleté de la couverture. Elle en sentit le poids, à la fois un réconfort et une malédiction. La foi avait été écrasée sous la tyrannie, et plus rien ne serait jamais comme avant. Un faible tremblement fit vibrer le tunnel au-dessus de lui, comme si la terre elle-même gémissait de douleur. De nouveau sous terre, les pensées d'Adrien s'entrechoquaient, des fragments de l'expérience, de l'effondrement, du vortex, se rassemblant en une seule question terrifiante. Avait-il brisé le monde? Des voix étouffées et des pas précipités résonnaient dans le couloir. Il se plaqua contre la pierre froide alors que 2 survivants passaient en titubant, un homme et une femme, le visage couvert de crasse et de panique, suivi de quelques autres. « Là-haut, c'est un cauchemar », dit l'homme, la voix basse et tendue. Mais les villes sont devenues des zones de guerre. Londres, São Paulo, peu importe. Les gens tuent pour rien, pillent tout ce qu'ils peuvent. J'ai vu un type se faire poignarder pour une pomme à moitié pourrie à Chicago. Il n'y a plus de loi. Des flics armés devant chaque supermarché. Même les petites épiceries sont armées maintenant. Elles tirent à vue sur les voleurs juste pour garder quelques produits en rayon. Les files d'attente pour les rations alimentaires s'étiraient sur des kilomètres, distribuant de la pâte de grillon, des galettes de verre de farine et des barres de protéines d'algues, rebaptisées Nutricarré. Un jeune homme dans la foule murmura « Maintenant qu'il nous file que de la bouffe d'insectes, si t'arrives à supporter l'odeur. » Il s'arrêta, les yeux perdus dans un souvenir lointain. Avant, c'était du vrai poulet, le craquement du pain frais. Ce monde avait disparu, englouti par la famine et les directives d'efficacité de l'initiative. Ouais, et bonne chance pour en avoir, lâcha la femme, amère. Guette, que tout soit à New York ou à Nairobi, c'est la même. Tu bosses 12 heures pour t'offrir une poignée de riz. Si le magasin n'a pas déjà été pillé. Un pain? Oublie. Pendant ce temps, les riches dans leur penthouse boivent du champagne, intouchables. Et les fléaux, ils effacent des quartiers entiers. Ils disent que des milliards sont déjà morts. Un hoquet de stupeur échappa à Adrien. L'anarchie éclatait partout, guerre et chaos dans les rues. La nourriture coûtait désormais autant qu'une journée entière de travail, pendant que la famine étranglait les pauvres et que l'élite prospérait. La peste ravageait les villes surpeuplées. L'Inde, l'Afrique, partout où l'on ne pouvait pas fuir. Des milliards de morts, un quart de la planète. Murmuraient les flux piratés. Et ce n'était que le début. L'homme secoua la tête, l'épuisement gravé sur son visage. Le souverain continue de dire qu'il a la solution. Rejoins le construct, t'as à manger, t'es en sécurité. Je veux dire, au début ça marchait, non? Quand il est arrivé, tout s'est calmé. Tout le monde pensait qu'il était la vraie réponse, qu'il apportait la paix. Maintenant, c'est l'enfer. Mais il est encore là, à promettre de réparer les choses. Je commence à croire que c'est peut-être notre seule chance. On dirait un piège, dit la femme, mais sa voix tremblait d'un espoir désespéré. En même temps, on a le choix. On peut pas se payer à manger, on peut pas échapper à cette saleté qui se propage partout. Tokyo est un cimetière, Lagos aussi. Il a les ressources, la technologie, tout. Peut-être que se connecter à son système, c'est ce qui nous fera tenir. Je sais pas. J'en peux plus de courir à vide. Un journal télévisé grésilla sur un terminal à proximité. Le son distordu, mais assez fort pour couper leur conversation. L'écran afficha un présentateur au regard sombre, dont la voix tremblait d'une peur à peine contenue. Dernier des comptes. Plus de 2 milliards de morts. La plupart à cause de la famine. Les autres,
Effondrement soudain dû à l'événement pathogène de l'unité. Guerre civile. Attaque d'animaux. La direction sanitaire de l'unité a cessé toute coordination mondiale. L'effondrement est total. Jour 1, 120 de l'initiative mondiale unifiée. Les troubles mondiaux s'intensifient, tandis que l'anarchie s'empare des grandes villes. Les images défilèrent, Paris brûlait, des gangs allumaient des barricades sous la tour Eiffel, les flammes dansant sur les éclats de verre brisés des boutiques de luxe. Des graffitis brûlés sur l'Arc de Triomphe proclamaient « L'ancien ordre est mort ». À Prime, les tours solaires avaient cessé de fonctionner. Les néons clignotaient puis s'éteignaient. Des nourrissons pleuraient dans des hôpitaux privés d'électricité. Des gangs passaient de porte en porte, leurs lunettes insectoïdes brillant dans l'obscurité. Personne ne les arrêtait. À Moscou, des factions militaires s'affrontaient ouvertement. Des drones planaient au-dessus, figés par des ordres contradictoires, jusqu'à ce qu'ils ouvrent le feu sur les deux camps. De Johannesburg à Mumbai, des images tremblantes montraient des animaux sauvages errant dans des rues désertes, déchirant les parcs et les places des villes. Les vidéos devenaient floues alors que des cris résonnaient. Les experts accusent la famine, la peste, l'anarchie. D'autres accusent le diable. La transmission se brisa en une pluie de parasites. Un économiste apparut à l'écran les yeux creux, le costume froissé. Nous assistons à l'effondrement de l'économie mondiale. Les prix de la nourriture ont augmenté de plus de 500%. Les produits de première nécessité sont introuvables. Les banques ont fermé. La monnaie numérique est hors ligne. Les chaînes d'approvisionnement sont irrémédiablement rompues. Le flux passa à une cathédrale déserte à Rome. Ses cloches sonnaient sous un ciel de plomb. Restez à l'intérieur. Protégez vos proches. Que Dieu nous vienne en aide. Puis la voix du souverain résonna mesurée, bienveillante. Mais l'intégration garantit la nourriture, la sécurité, un abri. La résistance garantit l'extinction. La diffusion bascula vers Jérusalem. Le souverain, flanqué du héros de paix et d'unité, s'adressait au monde depuis le mont du Temple. L'initiative de la vraie lumière entre dans sa prochaine phase, annonça un journaliste. Les témoins prophétiques, qualifiés de terroristes, continuent de semer l'agitation. Leur prophétie de destruction se fait de plus en plus insistante. Restez connectés pour les mises à jour. Les épaules d'Adrien se tendirent. Les premières promesses du souverain paix, ordre avait captivé le monde. Un conquérant couronné par le désespoir. Maintenant, la guerre, la famine et la maladie le déchiraient et il vendait toujours son salut. Adrien avançait prudemment dans le complexe souterrain, ses pas étouffés par les couches de poussière et de débris. Le passage devant lui descendait, menant plus profondément dans les recoins oubliés du bunker. Son terminal portable clignotait faiblement, l'éclairant tandis qu'il suivait le plan téléchargé plus tôt. Plus il s'enfonçait, plus l'air devenait glacial, presque de façon surnaturelle. Il s'arrêta net, l'oreille tendue. Un son flottait dans le couloir étroit lointain, déformé, comme un chant porté par un vent malsain. Adrien se colla contre le mur, respirant à peine. Le bruit s'intensifiait, rythmique et troublant, des voix se chevauchant comme un hymne fracturé. Des mots rampaient dans l'obscurité, à peine audibles, mais clairement dévots. Souverain, éternel, guide nos esprits, lumière du monde. Plie notre volonté à la tienne. Un frisson lui parcourut l'échine. Les chants s'amplifiaient, mêlés à des sanglots et des respirations sifflantes. Adrien s'avança lentement, jetant un œil autour d'un angle dans une vaste chambre souterraine. Des silhouettes étaient agenouillées en cercle, la tête baissée, les bras levés vers une statue colossale qui les dominait, une représentation abstraite du souverain, à la fois humaine et mécanique, des câbles mêlés à des muscles. Une lumière holographique pulsait de sa poitrine, projetant une lueur maladive sur les adorateurs. L'esprit d'Adrien refusait de croire ce qu'il voyait, la logique entrait en conflit avec l'instinct. Des gens étaient agenouillés, les yeux vides et vitreux, leurs paroles brouillées et désordonnées, comme s'ils récitaient machinalement sans comprendre. Un homme au centre se tordait au sol,
les mains griffant son propre visage en hurlant des louanges à travers des lèvres ensanglantées. Quelque chose se brisa en Adrian, et il recula lentement, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Quelle que soit cette chose rituelle, lavage de cerveau, ou folie cela, dépassait tout ce qu'il pouvait comprendre. Il fit demi-tour et s'engagea rapidement dans un couloir latéral, le cœur battant à tout rompre, l'écho de cette adoration déformée le poursuivant comme un spectre. Adrien se glissa dans un passage étroit, un labyrinthe de murs fissurés, de lumières de secours vacillantes et du bourdonnement lointain de machines depuis longtemps éteintes. Plus il avançait dans le complexe, plus une odeur métallique s'imposait dans l'air comme du cuivre brûlé, âcre et amer. Son pied heurta quelque chose de solide et il baissa les yeux. Une ligne avait été gravée dans le sol, formant un triangle irrégulier traversé par une entaille unique. Puis il la vit une peinture grossière sur le mur, à moitié effacée par la crasse et le temps. Elle le représentait un cheval blanc aux yeux enflammés, son cavalier brandissant un arc, une couronne scintillant sur sa tête. La poitrine d'Adrien se serra. Le souvenir de la voix de sa grand-mère lui revint, chuchotant à propos des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le blanc pour la conquête, le rouge pour la guerre, le noir pour la famine, le pâle pour la mort. Il força un rire, mais il sonna creux. Des sottises superstitieuses. Une peinture faite par des gens désespérés, cherchant à donner un sens au chaos. Adrien s'accroupit devant la fresque, traçant les lignes effacées du bout des doigts. Son esprit dériva vers la vieille Bible de sa grand-mère, la façon dont elle lui lisait les histoires de la fin des temps, comment les cavaliers allaient surgir et le monde saignait. Il secoua la tête, se forçant à se reconcentrer. Ce n'était pas une prophétie juste, un délire. Et pourtant, ces images restaient gravées dans son esprit. Un sentiment d'angoisse s'abattit sur lui, épais et étouffant. L'ascension du souverain avait apporté l'unité, mais à quel prix? Contrôler les esprits, répandre la guerre, la famine dévorant les pauvres, et maintenant, les fléaux. Il se détourna de la fresque, mais la pensée le rongeait. Et si les cavaliers n'étaient pas que des histoires? Et pourtant, il ne parvenait pas à chasser ce malaise qui lui tordait les entrailles. Et s'il y avait plus de vérité là-dedans qu'il ne voulait l'admettre? Son esprit rationnel rejetait l'idée. Mais quelque chose de primitif le rongeait, un instinct lui soufflant que l'expérience avait libéré quelque chose qui n'aurait jamais dû être touché. Il arracha son regard à la fresque, mais son cœur ne ralentit pas. Tandis qu'il s'éloignait dans le couloir, un seul mot tournait en boucle dans son esprit. Apocalypse. Dans une autre partie de la ville, Evelyn tomba sur un mémorial de fortune sous un viaduc en ruine. Des fleurs, des bougies et des messages manuscrits jonchèrent le sol, tous dédiés à ceux qui avaient été exécutés pour avoir refusé leur loyauté au souverain. Evelyn s'agenouilla, lisant les noms écrits sur des morceaux de tissu, le cœur serré. Que leur sacrifice soit honoré, avait griffonné quelqu'un au charbon sur le béton. Assez. La vérité ne sera pas réduite au silence. Elle leva les yeux vers les gratte-ciels, où d'immenses hologrammes du souverain souriaient sereinement au monde en ruine, promettant la paix tout en apportant la mort. Le monde n'était pas seulement il était en train d'être systématiquement purgé de tous ceux qui osaient croire en quelque chose de plus grand que le souverain. Evelyn tenta de chasser son malaise, mais la pensée la rongeait. Ce qui se passait n'était pas seulement technologique. C'était comme si le monde lui-même se déchirait. Elle ne voulait pas croire aux prophéties, mais qu'est-ce qui pouvait expliquer cette folie autrement? Elle l'entendit avant de le voir, un sifflement aigu fendant l'air. Un drone passa au-dessus d'elle, son objectif rougeoyant balayant le sol en contrebas. Evelyn se jeta derrière un panneau métallique renversé, le cœur battant. Le drone plana un instant, presque comme s'il hésitait, son faisceau lumineux frôlant dangereusement ses pieds. Elle retint son souffle, chaque muscle tendu, attendant qu'il s'éloigne. Enfin, il fila, le bourdonnement s'évanouissant dans le lointain. Elle risqua un coup d'œil au-dessus du panneau et se figea. Un hologramme géant prit vie au centre de la place 10 étages de haut, la figure translucide et lumineuse du souverain, brillant comme un dieu spectral. Ses traits étaient impérieux, sa voix un mélange enivrant de réconfort et d'autorité. Citoyen de l'initiative mondiale unifiée, proclama l'hologramme, sa voix vibrant dans l'air,
presque hypnotique. La paix n'est pas simplement un idéal, c'est un devoir. Ceux qui résistent menacent notre unité, notre progrès. Douter de la vraie lumière, c'est choisir le chaos. Rejoignez-moi, intégrez votre esprit, votre âme, votre but. Embrassez l'éternité comme un seul peuple, une seule pensée, une seule lumière. Un étrange chant monta de la foule rassemblée sur la place. Des voix entremêlées en une dévotion frénétique. Evelyn plissa les yeux, le ventre noué, en voyant des gens tomber à genoux, pleurant et criant son nom dans une cacophonie désordonnée. Les yeux de l'hologramme brillaient d'un feu radieux, survolant ses fidèles d'un regard qui semblait sonder leurs âmes. Son cœur fit un bond en apercevant quelqu'un dans la foule, les yeux vitreux, la bouche remuant sans son, du sang coulant de son nez. D'autres présentaient les mêmes symptômes. Certains vacillaient comme drogués, d'autres fixaient l'horizon d'un air vide, murmurant le nom du souverain. La peau d'Evelyn se hérissa. Elle ne pouvait détourner les yeux de cette scène macabre. Elle se recula derrière les gravats, plaquant une main sur sa bouche pour étouffer son souffle. Le chant hypnotique continuait de résonner dans l'air, lui donnant l'impression que ses propres pensées lui échappaient. Elle refoula cette sensation, s'obligeant à rester lucide. « C'est plus qu'un simple contrôle », murmura-t-elle, bouleversée. « C'est du culte. Il ne les dirige pas seulement, il l'adore. » Le cœur battant à tout rompre, elle s'éloigna de la place. Se dirigeant vers le tunnel du métro, déterminée à mettre autant de distance que possible entre elle et ce cauchemar. Les chants résonnaient toujours derrière elle, se répandant dans l'air comme un virus. Le vent hurlait à travers les fenêtres brisées, soulevant poussière et lambeaux de journaux jaunis qui flottaient comme des fantômes piégés. Elle se mordit la lèvre, luttant contre la panique qui la rongeait. Le visage d'Adrien s'imposa dans son esprit, et elle ne parvenait pas à chasser le vide qui s'installait dans sa poitrine. Un souvenir traversa l'esprit d'Adrian. Ils étaient assis sur le sol du laboratoire, tard dans la nuit, la lumière bleutée de leurs écrans projetant des motifs étranges sur les murs. Elle était allongée sur le carrelage froid, épuisée, tandis qu'Adrian s'appuyait contre une armoire métallique, se frottant les tempes. « Mas, tu vas finir par cramer, tu le sais ?» avait-il lancé en la poussant doucement du pied. Elle leva les yeux vers lui avec un sourire, trop fatiguée pour se soucier de son apparence échevelée. « C'est le monde à l'envers, venant du gars qui vit pratiquement ici. Je commence à croire que t'as oublié à quoi ressemble la lumière du jour. » Il laissa échapper un petit rire grave, un son chaud et étonnamment doux. Peut-être que j'évite juste mes voisins du dessus. Ils sont persuadés que je suis un savant fou. L'un d'eux m'a demandé si j'avais un labo secret sous mon appart. Elle éclata de rire. Techniquement, ils n'ont pas tout à fait tort. Adrien lui adressa un sourire de travers et elle ne put s'empêcher de le lui rendre, sentant ce frisson familier lui nouer le ventre. Il avait toujours eu cet effet sur elle, une force tranquille enveloppée d'humour sec et d'une résilience silencieuse. Il tendit la main et écarta une mèche de ses cheveux, ses doigts effleurant son visage juste assez longtemps pour lui faire manquer un battement de cœur. « Promets-moi une chose, » dit-il d'une voix basse, le moment suspendu entre les calculs et le chaos. « Quoi? Que quand tout ça sera fini, on ne sera plus juste des scientifiques. » Elle hocha lentement la tête, incapable de détourner les yeux des siens. « Promis, » souffla-t-elle. La réalité revint brutalement, tranchante et implacable. Evelyn se força à avancer. Cette promesse semblait maintenant si naïve, tellement éloignée de la brutalité de ce monde brisé. Mais le souvenir persistait, lui rappelant pourquoi elle avait cru en lui, pourquoi elle ne pouvait pas abandonner. Ni elle-même, ni Louis. Retrouver Adrian n'était plus seulement une question de survie, c'était un acte de résistance, de vérité et de fidélité envers ceux qui avaient refusé de plier. L'esprit d'Adrien tourbillonnait fléau, famine, chaos, hybridation, projet Orion, les promesses du souverain s'effondrant. Il ferma les yeux avec force. Evelyn, il devait la retrouver. Le souvenir le submergea. La voix d'Evelyn, fatiguée mais déterminée, résonnait dans le laboratoire vide, ses doigts tapant frénétiquement sur le clavier. « Ah, ce n'est pas prêt, Adrian, lança-t-elle sans même le regarder. « Bis,
On va trop vite. On n'est pas prêt pour une intégration complète. Le noyau quantique est encore imprévisible. Il avait traversé la pièce, posant une main rassurante sur son épaule. C'est. On a déjà présenté le calendrier au conseil. Si on ralentit maintenant, ils vont l'abandonner. Tu sais ce que ça veut dire pour nous, pour le projet entier. Ils le confieront à quelqu'un d'autre, et Dieu sait ce qu'ils en feront. Elle s'était enfin tournée vers lui, la frustration gravée sur chaque trait de son visage, mais ses yeux s'adoucirent à peine. « Ah, ce n'est pas que nous, » murmura-t-elle, plus calme. « Si on pousse trop et que ça échoue, ça n'échouera pas, l'interrompit-il, forçant la conviction dans sa voix. On est trop proche, Ève. On ne peut pas reculer maintenant. Elle soupira, les épaules affaissées, et un instant, sa main couvrit la sienne, pressant doucement. Je veux juste ne pas le regretter, souffla-t-elle. Il n'avait pas su quoi répondre. Il avait simplement serré son épaule plus fort, un peu trop longtemps. Dans ce contact fugace, il avait ressenti la promesse silencieuse entre eux, la conviction qu'il faisait quelque chose de monumental, quelque chose de bien. La réalité le heurta à nouveau. Adrien ravala le goût amer du regret. Elle avait eu raison d'être prudente. Et maintenant, le monde en payait. Le prix. Il serra les poings, luttant contre l'envie de frapper la console. Il se demandait s'ils avaient troqué l'avenir contre leur ambition. Le fil d'actualité brossait un tableau sombre. Anarchie généralisée, des policiers armés protégeant nourriture et eau. Comme de l'or, des milliards de morts pendant que le souverain agitait l'espoir comme une carotte. Son pied heurta un livre relié en cuir, l'Apocalypse de Jésus-Christ. Un passage souligné. Et je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ses mains tremblaient. Prophétie ou non, cela correspondait trop bien. Ses yeux restaient fixés sur la couverture usée. Il pensa au Dr. Jonah Reed excentrique, brillant, peut-être même prophétique. Était-ce ce cauchemar qu'il avait tenté de leur annoncer? Des pas métalliques résonnèrent plus loin dans le complexe IA ou pire. Il avait besoin d'Evelyn, mais avec un monde en miettes, il avait d'abord besoin de réponses. Qu'avait-il libéré? Et jusqu'où allait le mensonge du souverain? Avant qu'il ne puisse bouger, un léger bip sonore retentit depuis une console à sa gauche. Un fichier audio, corrompu au redaté 3 jours avant l'effondrement. Mémo chiffré, étiqueté. Journal Read VX 1641, incomplet. Adrien appuya sur lecture. De la friture hurla un instant, puis la voix de Reed perça à travers le brouillard frénétique. Désespérée, celle d'un homme qui avait vu trop de choses, trop tard. Elles ont activé le construct. Ce n'est pas seulement numérique, il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai vu ce qu'ils ont fait au sujet 7. Ce n'était pas un simple effondrement neuronal, c'était une possession. Quelque chose d'autre est passé. J'ai supplié qu'on le désactive, mais ils ont refusé d'écouter. Ils ont construit un trône pour un dieu qui n'a jamais Théulé d'Arouin. Adrien, Evelyn, si l'un de vous trouve ceci fuyez, n'essayez pas de l'arrêter seul. Trouvez les autres. Vous les reconnaîtrez au signe. Et si jamais vous entendez une voix vous appeler par votre nom depuis la lumière, ne la suivez pas. Ce n'est pas moi. Et Adrien, quoi qu'il t'offre dans ce nouveau monde. Ne les laisse pas te lier avec le code d'unité. Ni la clé de vie, ni le tag d'accès, ni quelque nom qu'il lui donne. C'est toujours le même saut, au final. Et il ne te coûtera pas seulement ta liberté. Il te coûtera ton âme. L'enregistrement se termina dans une distorsion, des hurlements brouillés, puis le silence. Le pouls d'Adrien battait à ses tempes. L'ascension du souverain n'était pas seulement politique. Reed avait vu quelque chose de bien pire, quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Adrien était recroquevillé dans un coin sombre du sous-sol d'un bâtiment abandonné. Le faible éclat d'un émetteur radio de fortune illuminant à peine son visage. Une voix continuait de crépiter à travers les interférences, celle d'une femme cette fois, fatiguée mais résolue. Nous tenons bon. Même s'ils détruisent le corps, ils ne peuvent pas détruire l'âme. La foi est plus forte que la peur. Le décret du souverain est de purger les non-intégrés, ceux qui refusent l'alignement au construct mais
nous ne plierons pas devant son unité mensongère. Souvenez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix de se tenir debout malgré elle. Nous ne sommes pas seuls. Gardez la foi et tenez bon. La transmission se coupa brusquement, remplacée par un bourdonnement d'interférence. Adrian reposa l'émetteur, essuyant la sueur de son front. Une partie de lui voulait répondre, dire qu'il comprenait, qu'il tenait bon lui aussi. Mais la peur d'attirer l'attention était trop forte. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Il se dirigea vers la petite fenêtre brisée, jetant un coup d'œil sur la rue délabrée en contrebas. 2 soldats avançaient en formation, balayant la zone avec cette même précision inhumaine qu'il avait déjà vue. L'un d'eux s'arrêta, levant la tête comme s'il avait senti quelque chose. Adrien se figea, le souffle suspendu. Une lumière bleue balaya la fenêtre brisée, parcourant la pièce tel un projecteur, avant de s'éloigner. La frustration bouillonnait en lui. Il lui fallait un plan, quelque chose de plus que se cacher et espérer survivre un jour de plus. Mais que pouvait-il faire seul? Si seulement il savait où se trouvait Evelyn si elle était encore en vie. Il se força à respirer lentement, tentant de maîtriser cette montée d'impuissance. Il devait y avoir d'autres personnes, comme les voix entendues à la radio. Des gens qui refusaient de céder, qui résisteraient, même au prix de leur vie. Le régime du souverain avait peut-être étouffé l'espoir dans les grandes villes, mais quelque part, la résistance devait encore brûler, comme des braises sous la cendre. Un bruit l'interrompit des pas, faible, mais qui se rapprochait. Il se glissa rapidement derrière la porte, accroupi derrière le cadre pourri, écoutant avec attention. 2 voix filtrèrent à l'intérieur, basses et prudentes. Je l'ai entendu aussi un genre de message. Signal clandestin. Tu crois que c'est un piège? Peu importe. Si quelqu'un est encore en vie et se bat, il faut le trouver. On ne tiendra pas longtemps tout seul. Adrien hésita, chaque instinct lui dictant de rester caché, mais la curiosité le rongeait. Et si ces hommes cherchaient la même chose que lui, un moyen de riposter? Il se pencha légèrement, apercevant leur silhouette à travers l'encadrement brisé, 2 hommes, maigres et épuisés, armés de briques et de brocs. Prenant le risque, Adrian sortit de sa cachette, les mains levées prudemment. « Hé, je ne suis pas armé. J'ai entendu le message moi aussi. » Les 2 hommes se retournèrent d'un bond, leurs armes se levant instinctivement. L'un d'eux plissa les yeux, jaugeant Adrien. « Mais, t'es qui, bordel? »« J'essaie juste de survivre, » répondit Adrien. « Comme vous. J'ai pas la marque. Je suis pas avec eux. » Ils échangèrent un regard, baissant légèrement leurs armes. L'homme plus âgé prit la parole. « On cherche la résistance. Il paraît qu'il existe un sanctuaire dans les zones sauvages, un endroit où ils peuvent pas nous suivre. T'en as entendu parler? » Adrien secoua la tête. « Non. Juste ce message. Mais s'il y a une résistance, peut-être que c'est là que je dois aller. Moi aussi. » Le plus jeune le fixa avec méfiance. « T'es tout seul. » Adrien hésita, puis hocha la tête. « Ouais, je cherche juste quelqu'un que j'ai perdu. » L'homme plus âgé acquiesça avec gravité. « Tu peux venir avec nous? On est plus en sécurité à plusieurs. Mais si tu mens... » « Je mens pas, » coupa Adrian. « Je veux juste comprendre. Et je crois que la résistance, c'est peut-être notre seul espoir. » Avec un signe de tête réticent, les 2 hommes l'acceptèrent dans leur groupe, et ils reprirent la route ensemble, se déplaçant à pas feutrés parmi les ruines. Tandis qu'ils avançaient prudemment, Adrien sentit une faible étincelle d'espoir renaître dans sa poitrine. Peut-être qu'il n'était pas si seul qu'il le pensait. Allaitante, Evelyn atteignit l'entrée d'un vieux tunnel de métro, sa noirceur engloutissant le chemin devant elle. Penchée en avant pour reprendre son souffle, elle se figea en entendant un léger bruit de pas derrière elle. Elle se retourna d'un coup, brandissant la barre métallique rouillée qu'elle avait ramassée comme une arme de fortune. Un homme émergea des ombres jeunes, la vingtaine bien entamée, les cheveux sombres et en bataille, les yeux vifs et méfiants, qui fouillèrent les alentours avant de se fixer sur elle. Il leva lentement les mains, paumes tournées vers elle, doucement.
murmura-t-il, sa voix basse mais posée. Je m'appelle Kael. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Tu peux t'estimer chanceuse d'être encore en vie. Evelyn ne baissa pas la barre de métal, le scrutant attentivement. Ses vêtements étaient usés, tachés de poussière et de cendres, mais son attitude restait détendue prudente, sans être menaçante. Sa manière de bouger trahissait une habitude à survivre dans ce genre de chaos. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix ferme. Kael jeta un coup d'œil en arrière, vers l'endroit d'où il venait, une lueur de tension traversant son visage. « Rien de toi. Je me suis juste dit que tu pourrais avoir besoin de compagnie. C'est plus sûr à deux. » Il bougea lentement, ses yeux revenant sans cesse vers l'entrée. « Je sais que tu ne me fais pas confiance, » dit-il d'un ton neutre. « Et je te comprends, mais j'en ai vu assez mourir seul. À plusieurs, on tient plus longtemps, puis... » Il détourna le regard, surpris par ses propres mots. « C'est pas mal d'avoir quelqu'un à qui parler. » Evelyn hésita, mais la solitude et le désespoir rongeaient sa détermination. Elle ne lui faisait pas confiance, pas complètement, mais dans son regard brillait une étrange étincelle d'empathie. Elle abaissa lentement la barre, sans la lâcher pour autant. « D'accord, » marmonna-t-elle, mais pas de geste brusque. Kael esquissa un sourire crispé et grave, hochant la tête pour signifier qu'il comprenait. Il désigna le tunnel sombre. Autant s'enfoncer avant que les patrouilles reviennent. Il ratiste la zone depuis des heures. À contre-cœur, Evelyn le suivit dans le tunnel, son esprit envahi de doutes et de questions. Pour l'instant, rester avec lui semblait mieux que rester seul. Le poids de l'instant l'écrasait comme une chape de plomb, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était que le début d'un cauchemar sans fin. Alors qu'il descendait plus profondément dans l'ombre de l'ancienne ligne de métro, le pied d'Evelyn heurta un sac à moitié enterré près du bord des rails. Quelque chose brillait à l'intérieur, un petit nœud de données carbonisées, marqué de son ancienne signature de laboratoire. Une étiquette brûlée portait la mention « Protocole de mémoire sécurisé ER7A ». Son souffle se coupa. Kael lui lança un regard curieux, mais elle lui fit signe d'avancer. « Vas-y, je te rejoins. » Elle activa le nœud. Un grésillement statique, puis la voix de Jonah, brute, fatiguée, et pourtant indéniablement la sienne. « Evelyn, si tu entends ceci, c'est que je n'ai pas survécu. J'ai échoué plus de fois que je ne peux en compter, mais ne pas t'avoir dit ce que j'ai découvert. C'était le vrai échec. Tu as toujours vu la beauté de la science, l'élégance de sa conception. Moi, je voyais des motifs, et au final, les motifs sont prophétiques. Le manuscrit Oméga n'était pas une métaphore, c'était un code. Et le noyau quantique n'a pas seulement déchiré l'espace, il a percé quelque chose de plus profond. Un voile. Croix et Adrien, croyez en la connexion, en l'unité. Et cette croyance a été retournée contre vous. Ils ont pris votre vision et l'ont pliée à la volonté de quelque chose. D'ancien, ni IA, ni humain. Quelque chose de plus vieux, quelque chose qui observe. Écoute-moi, Oracle n'était pas la fin, c'était la porte. Et le souverain, il n'est pas qu'un tyran, c'est le réceptacle. Ce qui arrive n'est pas une évolution, c'est une inversion. Et mais il y a passé. L'écran grésilla dans la statique. Tu n'es pas folle, Evelyn. Fais confiance à ton instinct. Fais confiance à Adrian. S'il est encore en vie, il a toujours cru en toi. Le True Light est un mensonge. Mais la vraie lumière brille encore, celle qu'ils ont tenté d'enterrer. Tu dois juste la trouver et t'y accrocher. L'audio se coupa, suivi d'un silence pesant. Evelyn resta figée un long moment, la voix de son ancien mentor résonnant dans l'obscurité froide et ruisselante.